Bonsoir Ariane Bilran, bonsoir Amandine Lafarge, bonsoir Marie-Catherine Thévenet. Merci beaucoup de nous donner votre temps un vendredi soir pour faire un debriefing et parler d'un sujet qui nous intéresse beaucoup, qui sont les enfants. Vous avez écrit une tribune dans François qui s'appelle Impact traumatique de la politique sanitaire actuelle sur les enfants, un constat clinique alarmant, et vous allez nous en parler. Et peut-être que ce qui est intéressant pour les auditeurs de François, c'est que vous commenciez par vous présenter, parler un peu de votre expertise. Par la suite, on parlera de la situation, du constat et bien sûr des enfants et des conséquences pour eux. Ariane, peut-être vous pouvez vous présenter. Oui, bien sûr. Bonsoir. Merci d'avoir accueilli notre tribune et merci de nous donner la parole. Alors, je suis normalienne, psychologue clinicienne et docteur en psychopathologie. J'ai une triple formation de lettres classiques, de philosophie et de psychologie. Et ma spécialité, c'est d'analyser les pathologies du pouvoir et leurs conséquences dans les collectifs, donc perversion, paranoïa et les souffrances d'aliénation qu'elles entraînent. Donc, pour cela, j'ai passé environ une dizaine d'années à auditer la souffrance au travail dans les entreprises et à voir quels étaient les mécanismes qui se mettaient en place. Et malheureusement, je les reconnais aujourd'hui à plus grande échelle et c'est ce qui fait que je crois absolument nécessaire que nous, psychologues et psychiatres, nous puissions prendre la parole à ce sujet puisque nous avons quelque chose à dire des délires et des délires collectifs et des implications traumatiques qu'ils engendrent. Merci beaucoup. Amandine, peut-être quelques mots sur votre expérience et sur vos patients, sur les enfants. Oui, bonsoir Xavier. Je suis donc Amandine Lafargue, psychologue clinicienne. Je suis psychologue sociale du travail depuis 20 ans dans le sud de la France. Donc, je vous remercie de nous avoir invités à participer à cette interview. Alors, concernant les changements observés dans notre pratique clinique auprès des enfants au cours de cette année 2020, parce qu'effectivement, au début de l'année, on ne savait pas quel était ce virus et comment s'en protéger. Les masques étaient, par exemple, présentés comme inutiles, voire techniquement trop complexes à mettre pour des néophytes, pour finalement devenir indispensables à la fin de l'année pour les enfants de 6 ans et plus. Donc, ces objets et ces mesures qui appartenaient pas à notre culture sociale et qui auraient dû rester dans le champ de la santé, dans la sphère du soin, ils sont devenus à la rentrée des objets de réalité quotidienne pour nos enfants. Et effectivement, on a eu peu de temps pour travailler les représentations sociales des masques et des mesures sanitaires qui ont entravé le visage, le corps et la psyché de nos enfants au quotidien. Donc, c'est de ça qu'on va voir les conséquences au niveau des apprentissages, du stress des enfants. Si vous voulez, on développera ça, à quel point le stress a infusé les enfants et les consultations des enfants en cabinet libéral. D'accord. Et Marie-Catherine? Bonsoir, donc moi je suis Marie-Catherine Thévenet, je suis psychologue clinicienne, psychanalyste et psychosomaticienne spécialisée en cancérologie et en soins palliatifs. Je travaille en cabinet libéral, je reçois beaucoup d'enfants, beaucoup de familles et j'ai remarqué ces derniers mois quand même que la situation des enfants se dégradait très vite et beaucoup. Ce qui fait que j'ai participé à cette tribune pour alerter sur les dangers que les masques sont en train de produire parce qu'on arrive facilement à faire le lien entre le masque et le fait qu'ils n'arrivent plus à se concentrer, qu'ils n'arrivent plus à réfléchir et qu'ils développent des symptômes quand même physiques que je trouve inquiétants. Je discute aussi, j'ai quand même pas mal d'enseignants dans ma patientèle qui me disent aussi qu'ils sont très inquiets pour les enfants de leur classe et qui remarquent, qui me disent aussi que finalement, ils n'arrivent pas à vraiment travailler, ils n'arrivent pas vraiment à les faire évoluer dans les apprentissages et qu'ils essayent surtout de compenser les difficultés qu'ils rencontrent. Mais ils n'avancent pas tant que ça au niveau des apprentissages parce que les enfants ne sont pas en capacité d'avoir la même concentration qu'ils avaient avant. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même une situation qui est en train d'évoluer et en train d'évoluer très vite. Merci Marie-Catherine. Donc maintenant, on va rentrer, on va dire, dans le vif du sujet. Peut-être Ariane, vous pouvez nous planter un peu le décor de la situation. En fait, vous avez donc drivé cette tribune
vous l'avez initié. Dites-nous un petit peu ce qui a été le moteur derrière tout cela. En réalité, j'ai commencé à recevoir des alertes de la part de collègues qui m'alertaient tout simplement, puisque moi, je n'ai pas une clinique française, si j'ai une clinique française, mais pas d'enfants. Ils ont commencé à m'alerter, ce qui ne m'étonne pas du tout, en réalité, au regard de la dégradation du lien social qui se passe depuis des mois et qui est insufflée par une propagande de la terreur et de la culpabilisation. Et c'est une propagande traumatique dont finalement les symptômes que nous décrivons pour les enfants sont aussi valables pour les adultes. Simplement, les enfants, ils sont en développement psychique et donc extrêmement plus vulnérables et plus fragiles à une politique sanitaire qui ressemble beaucoup plus à une politique de terreur. Donc, je crois qu'il est important de ramener ça. Donc, moi, j'ai centralisé en fait simplement les différentes observations cliniques des collègues, et puis nous avons aussi réfléchi avec la psychologie sociale, avec nos différentes spécialités, à comment sensibiliser en fait la population au fait que cette politique ne nous faisait pas du bien. Et je crois important de rappeler que ce n'est pas la première fois que nous avons une politique, j'ai envie de dire délirante, tout simplement délirante, de l'épidémie. Ça a été aussi pratiqué dans le nazisme, où il était question de juifs porteurs d'épidémies dans les ghettos. Alors, c'était assez facile, puisque les épidémies étaient fabriquées dans les ghettos, et donc d'une population qu'il ne fallait pas approcher. Et quand on entend aujourd'hui la question des camps, de l'isolement, etc., des camps même d'internement, j'ai lu aujourd'hui, on est sur cette même logique d'un lien social qui produit des mécanismes de division, ce qu'on appelle nous du clivage, c'est-à-dire qu'on a une population qui serait saine et une population qui serait malsaine. Cela me paraît complètement délirant du point de vue psychologique, c'est-à-dire que la question du virus comme corps étranger qu'on ne pourrait pas assimiler et qui serait un ennemi extérieur, eh bien, ça ressemble à un délire de persécution paranoïaque, je suis désolée de le dire, et avec une aliénation traumatique de masse. Alors, dans les mécanismes, parce que si vous voulez, par rapport au traumatisme, quand il est injecté sur un collectif, et ça, je l'ai observé pendant des années dans des enquêtes sur du harcèlement au travail, etc., il y a le psychisme, il va se défendre. Donc, l'individu va créer des mécanismes de défense qui peut être une sorte de banalisation, c'est-à-dire on va banaliser la violence, mais finalement, ce n'est pas grave, les enfants, ils en ont vu d'autres, ils ont des capacités d'adaptation, etc. Et ça peut être des mécanismes de déni, tout simplement, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas savoir, on ne veut pas entendre la situation. Alors, j'ai aussi par contre, pas mal de patients, enseignants ou parents qui me décrivent la dégradation psychique de leur enfant. Il faut savoir que quand on absorbe, et les enfants sont des éponges encore plus que nous, ils n'ont pas les capacités, encore une fois, réflexives, émotionnelles, de mettre de la distance, si tant est que ce soit possible de mettre de la distance par rapport à une politique traumatique. Il y a des discours de terreur et des discours de culpabilisation. C'est-à-dire que les enfants maintenant s'éloignent même, et c'est les retours qu'on a, à l'intérieur même de leur propre famille, prennent eux-mêmes des distances parce qu'ils ont l'impression de porter un mal, d'être porteurs d'un mal et de potentiellement tuer des membres de leur famille. C'est-à-dire qu'ils se vivent comme des meurtriers en puissance. Je ne sais pas si on imagine les dégâts psychiques que ça va créer, c'est-à-dire en clair, des burn-out en puissance, et aussi des conduites suicidaires ou de la violence, c'est-à-dire l'hétéroagressivité, parce que quand on est sur des politiques de terreur et de stabilisation de masse, c'est ça les conséquences massives. Voilà en gros pour le petit tableau. Pour le tableau qui est quand même assez inquiétant, on va dire. Totalitaire, paranoïaque et gravissime, oui. Peut-être, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est bien de parler des enfants et de commencer par eux, mais j'imagine que Amandine et Marie-Catherine, vous parlez aussi aux parents. Donc, j'aimerais bien comprendre, on va dire, la relation parent-enfant et au-delà du fait qu'il y a cette souffrance et ses conséquences et ses inquiétudes, de comprendre un petit peu comment il faudrait adresser ces problèmes.
Moi, quand j'ai lu la tribune, il y a un mot qui m'a sauté aux yeux, c'est le mot maltraitance. Et j'ai beaucoup vu de maltraitance en Afrique, dans des pays où on parle de la maltraitance des enfants, de l'exploitation. On ne s'attendait pas à avoir une forme de maltraitance en Europe, on va dire, ou en France. Donc, ça m'a sauté aux yeux et j'aimerais bien qu'on m'explique un petit peu, pour m'expliquer, Amandine et Marie-Catherine, comment elle se symptomatise cette maltraitance. Amandine, peut-être? Oui, parce qu'on s'était déjà posé la question. Voilà, moi, en tant que psychologue du travail, j'étais spécialisée dans les accidents du travail. Vous entendez qu'à l'époque, c'était le début du burn-out. Donc, ouais, tout ce qui est angoisse, pénétration de la peur, les replis de type dépressif, les idéations suicidaires, c'était déjà ma clinique. Et puis là, on retrouve vraiment ces choses-là du côté des enfants, entravés dans leurs paroles, leur communication, leurs gestes, parce qu'il y a aussi des distanciations physiques et sociales. Donc, il y a vraiment des choses qui se retrouvent. Alors, une autre chose qui moi, me dérange, c'est de retrouver, à chaque fois qu'il s'agit des enfants, que ce soit dans la pédophilie et là maintenant dans des ports du masque et des mesures coercitives, c'est les justifications habituelles, c'est-à-dire ils s'habitueront, ils oublieront. Et en fait, il faut bien comprendre que non, ils se résigneront à la maltraitance qui sera survenue et qui sera maintenant devenue l'ordinaire. En fait, les enfants finiront par se taire parce qu'ils ne trouveront pas les mots et parce qu'ils réalisent que les adultes pensent qu'ils ne ressentent rien et que la société les considère toujours pas comme compétents pour porter leurs paroles. Dans tous les domaines où il s'agit de l'enfant, on confond l'enfant avec l'infant, vraiment celui qui ne peut pas parler ou qui ne sait pas. Voilà. Et je trouve que ces gestes, ces techniques, ces protocoles hypothèquent vraiment nos enfants et en se reposant sur leur capacité d'adaptation et de résilience. Et voilà, je tenais à dire qu'après, il s'agit d'une vie de travail thérapeutique pour se remettre d'abus de ce type. Voilà, je dirais qu'en tant que praticienne, notre travail est plus que jamais auprès d'eux, les enfants et les parents, c'est vraiment de contenir leurs angoisses, de retravailler les contenants psychiques et de conforter leur capacité de discernement en consolidant leur sécurité de base. Et peut-être, Marie-Catherine, il l'exprime comment les enfants, en fait, quels sont les mots qu'ils utilisent, quel est le langage qu'ils utilisent. Donc, si jamais, en tant que parent, je dois essayer de détecter ce dont on est en train de parler, quels sont les mots que vous entendez ou quels sont les signaux que vous décryptez? C'est une très bonne question, justement, parce que les signaux, pour les décrypter, il faut vraiment mettre en relation les faits, et j'ai l'impression que ce n'est pas toujours fait dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils posent des mots qui sont à distance de la question du masque, et surtout, ils le disent en thérapie, ils le disent en séance, mais ils ne le disent pas forcément aux parents. Alors, parfois, j'essaye de savoir si ça a été parlé avec les parents, et ils me disent « Oh ben non ». Ils ne vont pas me croire. Et je crois qu'ils n'ont pas envie d'embêter les parents qui se sentent déjà pas très, très bien avec ces questions-là. Donc, ils sont un peu dans des confusions. Ils vont vous dire, en fait, j'ai été punie. Ah oui, alors punie de quoi? De récréation, parce que j'ai fait tout faux. Mais moi, je crois que j'ai fait tout faux. C'est parce que j'ai fait tout faux, mais je crois que c'est parce que je me suis gratté le nez, alors j'ai descendu mon masque. Et en fait, c'est pour ça que j'étais punie de récréation. C'est parce que j'ai fait tout faux, mais c'est aussi parce que je me suis gratté le nez avec mon masque, donc je l'ai descendu, je me suis fait disputer. Et ça se termine par je crois bien qu'à l'école, on ne m'aime pas, je crois bien qu'on me hait, et puis finalement, des propos du style, à distance, des propos du style, mais en fait, on ne va plus à l'école pour apprendre aujourd'hui, mais très naturellement, parce que les enfants sont très naturels. On ne va plus à l'école pour apprendre. Ah bon? Non, on y va pour se faire disputer. Ah bon, mais pourquoi? Parce que tout le monde se fait disputer maintenant.
Ah bon, mais pourquoi maintenant? Parce que quand même, c'est devenu très sévère maintenant. Donc, ils ont la sensation, d'une façon ou d'une autre, d'être un problème. Alors, ils vont vous dire, bon, des fois, mon maître, il enlève son masque. Mais moi, des fois, je veux respirer, alors je le baisse, mais je me fais disputer. Et ils sont jeunes, ils n'ont pas vraiment conscience de ce qui se passe. Donc, du coup, ils cherchent, comme tous les enfants, hein, ils cherchent qu'est-ce qu'ils font qui ne va pas bien, comment ils devraient faire. Ils n'osent pas dire, bon, ils disent juste qu'ils veulent respirer un petit peu, mais ils n'osent pas dire que voilà, ce masque, c'est très, très compliqué parce que ça les empêche de respirer à longueur de journée. Donc, ce sont toujours des propos un petit peu à distance des faits. Et moi, je fais un travail constamment de remise en lien, parce que c'est ça qui est important, c'est de remettre en lien les choses. Et en fait, je me suis rendu compte en très peu de temps qu'il y a toujours les mêmes manifestations, c'est-à-dire la concentration. La concentration est vraiment le problème majeur. Ils n'arrivent plus à se concentrer, ils n'arrivent plus. Donc, ils disent, je ne sais pas pourquoi, mon exercice, il me l'avait expliqué, mon maître, mais en fait, j'ai fait tout faux. Je n'ai pas compris, j'ai fait tout faux. Et pourtant, j'avais compris, mais finalement, j'ai fait tout faux. Finalement, je n'ai pas compris. Bref, on est dans des confusions totales, avec des mises en échec au niveau scolaire, avec des troubles très vite qui sont dits en séance. J'arrive plus à dormir, ou alors je fais des cauchemars, ou alors, oh là là, je ne peux pas dormir parce que en fait, j'ai très, très chaud. J'ai très chaud. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai failli faire pipi dans ma culotte, des enfants de CM2. Voilà. Donc, voilà. C'est des choses qu'on entend maintenant. Je ne sais pas pour Amandine, mais moi que j'entends et que je n'entendais pas avant de cette manière-là. Et puis, c'est récurrent, vous l'entendez sous différentes formes. Alors, je parle des petits, hein, parce que ça me paraît important, mais les ados viennent et vous disent le premier jour du confinement. Alors, je vais parler du confinement. Le confinement, le masque, ce sont toutes les directives générales. Le premier jour du confinement, du deuxième confinement, j'ai eu une ado qui est arrivée, qui pleure. Elle m'a dit, j'ai pleuré toute la journée. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, après, j'ai amené petit à petit, est-ce que l'inquiétude, et finalement, il en est ressorti que l'inquiétude du confinement a fait que ça l'avait mise dans une détresse qu'elle n'avait pas, pu tout de suite comprendre. Donc, les ados aussi, les grands ados, sont très déprimés parce qu'ils doivent toujours mettre ce masque et en même temps, ils ont peur de créer des troubles dans la maison, de ramener la maladie. On se retrouve avec des situations complètement décalées. Alors, pour parler 2 mots des parents, quand la rentrée est arrivée, qu'il y a eu la question des masques, j'ai eu pas mal d'appels, pas seulement en séance, pas mal d'appels au téléphone de parents qui me disaient « Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Vous vous rendez compte? Le masque est obligatoire. Comment il va le vivre? Je ne veux pas le mettre, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire ?» Ils venaient vraiment pour moi me demander, me dire « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Alors, moi, je ne peux pas leur dire « Mettez-les pas ». Bien sûr que je considère que le masque est très dangereux, mais ce que j'ai essayé de leur dire au départ, c'est de parler avec leurs enfants et de sentir ce qui était vraiment important pour eux. Parce que malgré tout, il y a la question de la socialisation, il y a la question du groupe. Mais depuis septembre, certaines personnes ont décidé de les déscolariser, d'autres y vont, mais depuis septembre, j'ai vu vraiment une dégradation en quelques mois. Il y a encore une chose que je voudrais dire qui me paraît très, très importante. Au niveau des parents, vous m'avez dit au niveau des parents. Eh bien, moi, le constat que je fais pour certains, et je pense que c'est ceux qui m'en ont parlé, il doit y en avoir d'autres qui n'en parlent pas, c'est qui vous disent de toute façon, on n'a pas le choix. À la rentrée, la directrice de l'école nous a bien expliqué les choses. Si on ne les met pas régulièrement, qu'on n'est pas d'accord, de toute façon, ça sera un confinement. Ça sera pas un confinement, ça sera un signalement. Donc, on n'a pas envie d'être signalé au risque de perdre nos enfants. Donc, du coup, eh bien, ils vont à l'école avec le masque. On ne fait pas de bruit. On ne dit pas que ça ne va pas parce qu'il y a la menace du signalement. Alors, comment les enfants et les parents peuvent s'y retrouver dans leur lien, comment l'enfant peut être sécurisé si le parent n'est pas sécurisé, quel sens ça a d'adopter des procédés uniquement par cette politique de la terreur. Les enfants ne peuvent pas s'y retrouver, ce n'est pas possible. C'est absolument impossible.
Voilà, Merci, ça, ce sont les Marie. choses principales que je veux dire. Après, encore d'autres choses, c'est les enfants petits qui ne veulent plus enlever leur masque parce qu'ils ont peur d'enlever leur masque. Quand ils viennent à mon cabinet, il y a suffisamment de place pour qu'ils puissent enlever leur masque. Certains enfants ont peur, ne veulent pas l'enlever. Ils ont peur de se faire gronder, mais ils ont peur aussi d'enlever cet objet qu'ils ont pris l'habitude de porter pour les plus petits. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer dans un… Mais je ne parle même pas d'un avenir lointain, moi, je parle d'un avenir proche. On est en train de les conditionner, on est en train de provoquer des mécanismes qui ne sont pas du tout en capacité d'élaborer vu leur jeune âge. En tant qu'adultes, ils s'appuient sur nous, c'est nous qui sommes responsables de leur éducation et de leur développement psychique. Je crois qu'il faut vraiment qu'on remette en question ce qui est en train de se passer et vite, pas dans 1 an et pas dans 6 mois, ça sera trop tard. Là, On parlera le problème est déjà des bien amorcé. conséquences un peu plus tard de ça, si vous voulez bien, Marie-Catherine, parce que je pense que si jamais on veut rester dans l'optique du temps de parole, on va dire, et de donner un peu la parole, je pense que ce serait bien qu'on traite le futur un peu plus tard. Peut-être, Ariane, si jamais on reprend un peu de recul, puisqu'on a entendu Amandine et Marie-Catherine parler de leur expérience avec leur patientèle, vu que vous avez agi comme coordinateur, est-ce que c'est un message que vous entendez de tous les praticiens, on va dire? C'est consistant, c'est cohérent au travers de tout ça, ou il y a d'autres messages que vous entendez? Ceux qui sont venus vers moi m'ont plutôt donné ce tableau-là, hein, ce tableau clinique. Donc, c'est cohérent avec les mécanismes qu'on observe. En fait, je crois que l'une des références pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui, c'est tout simplement le livre d'Alice Miller, L'enfant sous terreur, où elle explique clairement que c'est bien aussi les conséquences de la pédagogie noire et de méthodes éducatives qui ressemblent à du dressage et qui ne sont pas élaborées chez les adultes, qui entraînent en fait la capacité à de nouveau maltraiter les enfants et à soi-même aussi à avoir une certaine adaptation à la maltraitance que nous subissons aussi en tant qu'adultes. Je souhaiterais dire, pour ma part, dans l'opinion propre de professionnels qui est spécialisés sur ces questions, mais qui rejoint aussi d'autres professionnels qui analysent ces mécanismes en psychologie sociale notamment, que l'État n'est plus devenu soutenant mais persécuteur de sa population et que cela se traduit notamment par des paradoxes en série qui verrouillent la capacité de penser des adultes et qui également viennent fragiliser la posture parentale. Là, je cite un article d'une collègue co-signataire, Laurence Leroy, qui a parlé de la fragilisation de la posture parentale par l'État, c'est-à-dire de la disqualification de l'autorité parentale de fait, pas légale, hein, de fait, dans les mots et dans les injonctions aujourd'hui que nous recevons. Et ceci fragilise aussi extrêmement les enfants parce qu'encore une fois, les enfants sont rassurés par des parents qui sont des garde-fous, qui sont des repères et qui sont des sécurisants en fait pour eux par les normes qu'ils vont leur donner et les règles qu'ils vont établir. Sauf qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les parents qui établissent les règles à l'intérieur de la famille. On nous évoque même qu'il va falloir porter le masque à l'intérieur de la famille, etc. Tout ceci est une politique du chantage et de la menace sur la population. Qui me paraît extrêmement malsaine et nous avons deux choix à faire, un seul choix à faire entre deux options pour notre lien social. Est-ce que notre lien social est fondé sur l'humanité, l'empathie et l'amour et la tolérance bienveillante envers la différence d'autrui et notamment ce qui est étranger, encore une fois, étranger à soi-même, ou est-ce que c'est une politique fondée sur la peur, sur la méfiance et sur la destruction de ce qui est étranger à soi-même. C'est vraiment là où nous en sommes. Et je crois urgent de réfléchir à tout ça parce qu'un enfant, il a besoin pour grandir, de grandir dans la joie et dans l'innocence et d'être épargné des problématiques de terreur que aujourd'hui, les adultes, en particulier l'État, leur transfèrent, que ce soit au niveau du terrorisme, comme aujourd'hui la politique sanitaire actuelle. Donc la joie, l'innocence sont fondamentales. Personne ne retrouvera son enfance
mais c'est un point structurant pour tout adulte de revenir aussi dans les moments où ça ne va pas, etc., à son enfance heureuse. Mais si nous avons détruit les enfances, quel va être le point de repère de ces futurs adultes qui sont, là on le voit de plus en plus, en voie d'être conditionnés de manière extrêmement sectaire. D'accord. Ce que vous êtes en train de dire quelque part, c'est qu'il y a une interférence de l'État. Si jamais je fais un parallèle, il y a eu une interférence de l'État dans la liberté de prescrire avec les médecins en France. Et là, il y a une forme d'interférence de l'État dans l'exercice de l'autorité parentale, qui est quelque part, l'exercice de l'autorité parentale inclut un élément émotionnel et humain, alors que l'État représente l'institution et que quelque part, l'institution a pris le dessus, ou l'institutionnel aurait pris le dessus sur le côté, alors c'est peut-être pour faire un parallèle, c'est peut-être pas le bon mot, l'institution, mais sur le côté parental au sens relation parent-enfant et humain. Juste, ce qui m'intéresserait de comprendre, c'est les enfants, donc plutôt Amandine, Marie-Catherine, les enfants, ils comprennent un petit peu ce qui se passe d'après vous, ils comprennent les gestes barrières, ils ont assimilé tout ça, au-delà du fait que on leur a dit qu'ils pourraient être les vecteurs de ce virus au travers des grands-parents et des personnes plus à risque, ils le comprennent, parce qu'on parle beaucoup du masque, mais on ne parle pas beaucoup des autres gestes barrières, c'est-à-dire la distance qu'ils doivent avoir entre eux, ou se laver les mains, qui normalement devrait se passer dans toutes les familles. Donc, je ne sais pas qui veut répondre. J'ai une petite anecdote à ce sujet. J'ai un collègue qui m'a raconté qu'il était avec un ami qui l'appelle, qui lui dit « mais je ne comprends pas, ma fille, pourquoi elle est aussi distante, qu'est-ce qu'on lui a fait, etc. » Et en fait, à la plage, la fille, la petite fille, elle se tenait à distance de toute sa famille par peur de les contaminer. D'accord. Oui, alors que l'habitude voudrait qu'un enfant vienne se jeter dans les bras de ses parents ou qu'il se nourrisse de la tendresse familiale. Voilà. Qu'ils se nourrissent de la tendresse familiale qui est fondamentale pour son développement. Voilà. Donc, on a mis une barrière. Cette barrière, elle devient psychologique, alors que naturellement, sociologiquement, on a envie de se toucher, quoi. Voilà. L'humain a besoin de se toucher. Et Amandine et Marie-Catherine, vous avez observé aussi, oui. Vous avez des observations à ça? Oui, je dirais que les enfants, ce qu'ils ont compris, c'est qu'il y a en tout cas eu un changement brutal. Alors, heureusement, ils ont rencontré la maîtresse pour les plus petits en septembre non masquée, heureusement, parce que du coup, elle a un visage. Par contre, ce qu'ils ont compris, c'est qu'ils sont punis. Il n'y a plus de récré, on n'a plus le droit d'avoir des gestes spontanés. Et à l'instar des autres années où, par exemple, quand on avait des parents qui traitaient leurs enfants comme des objets, les enfants adoptaient des jappements ou des conduites d'animaux. Par exemple, dans le cabinet faisait le chien, où il aboyait, ou la petite poupée. Aujourd'hui, on a des petits robots. Donc, ils ont des conduites robotisées avec les mouvements, et ils nous parlent comme des robots, avec des fois même des boutons pour les refaire devenir humains dans le dos. Donc, c'est vraiment… ils ont compris qu'il faut arrêter la spontanéité. Ça, c'est bien intégré. Après, moi, je déplore qu'on ne leur donne pas non plus de recettes pour contrer cette angoisse ou des sas de décompression. Par exemple, des endroits où on pourrait à nouveau communiquer, avoir un rire communicatif, un bâillement communicatif, derrière par exemple un écran vitré, ou se tenir à distance dans la cour de récréation pour avoir des jeux à distance. Il y a des écoles où par exemple ils restent dans des cerceaux, alors ils ont le droit de se déplacer avec leur cerceau. Ça, c'est des bonnes initiatives, ça permet de ne pas penser qu'on est coincé et qu'il n'y a pas de solution. Il faut leur réapprendre à respirer, voire même à créer, à retrouver de la créativité, la poésie, ressentir des émotions. Marie-Catherine, vous avez aussi les mêmes constats ou… Oui, à peu près. À peu près, oui, on est complémentaires. Après, qu'est-ce qu'ils comprennent vraiment? Je pense qu'on ne le sait pas vraiment encore. Ils ont compris, enfin pour ma part, dans mes observations, ils ont compris qu'il y a un danger. Ce danger est mortel. Il s'appelle virus, coronavirus, c'est ce qu'ils disent, et que tout le monde peut mourir à n'importe quel moment, eux aussi. Et qu'il ne faut pas se toucher parce qu'on peut mourir, voilà. Ils peuvent mourir s'ils enlèvent le masque. Et ça, il y a quelque chose de cet ordre-là qu'ils ont compris.
mais qu'ils ont compris avec leur compréhension à eux. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore vraiment ce qui en résulte. Après, les gestes barrières, ce que les enfants me disent, c'est « Eh bien maintenant, on passe notre journée à se laver les mains. On passe notre journée, on se lave toujours les mains. Ah oui, il faut se laver les mains. C'est Mais génial, ils on ont n'a la plus besoin sensation des de se laver parents pour le toujours. rappeler alors. Mais moi, je parle de l'école. En fait, à l'école, ils disent maintenant, quand ils me parlent de l'école, ils me disent « Ah ben, on passe notre journée à se laver les mains. » Voilà, moi, c'est ce que je répondrai aujourd'hui par rapport à qu'est-ce qu'ils ont compris. Ouais. Ben, merci pour ça. Donc, peut-être, si on sait bien d'avoir fait un constat sur les enfants, est-ce qu'il y a d'autres éléments, on va dire, sur le constat actuel avant de parler des conséquences que ça peut avoir sur eux dans le futur, dans leur développement? Donc, l'interjection, enfin, ou l'interférence de trop d'État, on va dire, dans la relation parent-enfant sur le développement, on va dire, court terme et moyen terme. Vous voyez ça comment, on va dire? Qui veut répondre? Je crois qu'il y a beaucoup de conséquences, il y a beaucoup de plans. En fait, cette histoire de masques, de gestes barrières, ça vient vraiment à un carrefour où, du coup, ça va impacter plusieurs domaines. Alors, on pourrait vous répondre sur l'attention, comme on a dit tout à l'heure, la mémoire. On peut vous répondre aussi sur le fait que les enfants vont perdre l'intérêt d'utiliser leur visage, la partie basse du visage. Et à force de ne pas voir l'expression des adultes, eux, ils vont imiter, ils ne vont pas entraîner leurs muscles faciaux, la bouche, les lèvres, et ils tombent dans une certaine inexpressivité. Alors, c'est trop dommage, parce que le masque, normalement, pour un enfant, c'est le super-héros avec les yeux masqués. Et là, la bouche, c'est vraiment plutôt un synonyme de musellement de l'enfant. C'est vraiment le mode de communication par l'inexpressivité. Et l'enfant, il va perdre l'envie de se relier aux autres par la bouche et par l'interface visage. Et donc, on voit que certains vont être tentés effectivement par l'isolement, le repli, la fuite dans l'imaginaire. Les écrans. Alors ça, c'est même conseillé. Depuis quelque temps, ça fait partie des pratiques, effectivement, où on dit pour tenir sage l'enfant, on va mettre devant un écran, alors que jusque-là, on savait bien les dégâts que font les écrans sur les enfants, les petits-enfants. D'accord. Et donc ça fait partie des conséquences, peut-être. Donc, pour les jeunes enfants, en espérant qu'il arrive un moment où, bien sûr, on récupère certaines de nos libertés, comment vous allez traiter, on va dire, et qu'est-ce que vous donnerez comme conseil aux parents pour aider à, on va dire, à enlever ces barrières qu'on leur a inculquées pour que peut-être le toucher redevient la norme, le contact humain, se faire la bise, une accolade, qui est quand même un élément important dans la vie sociétale, y compris en France, se faire la bise avec les grands-parents. C'est à Noël, on ne va pas faire la bise à ses grands-parents pour une fois à cause d'un virus. Marie-Catherine, je ne sais pas, vous avez… Je voulais juste ajouter quelque chose, mais c'est peut-être pas tout à fait encore ce que vous êtes en train de dire. Quelque chose par rapport à la pratique. D'accord. Parce que par rapport à la pratique, je crois que aussi il est important, enfin ce que je ressens moi, c'est le besoin de réévaluer ma pratique. Ça fait un petit moment que j'y songe, réévaluer la pratique et de travailler plus sur utiliser l'art-thérapie, c'est-à-dire la matière. Vraiment, la matière comme le dessin, comme la peinture, comme l'argile, travailler la matière pour leur permettre d'exprimer des choses que nous, en tant que psychanalystes, on peut interpréter, on peut mieux comprendre par leur production, mais qu'eux puissent retrouver quelque chose de l'ordre d'une expression de ce qui est imprimé. Parce que ce qui est imprimé, on ne sait pas exactement où ça va aller se loger, qu'est-ce que ça va donner. Mais le fait de l'exprimer, de pouvoir l'exprimer autrement qu'avec des mots, je crois que c'est un peu
des garde-fous par rapport à l'évolution de tout ça. Donc, je songe vraiment à travailler de cette manière-là, en individuel, mais aussi en groupe. C'est-à-dire leur permettre, quand ça sera possible, de se retrouver, travailler dans la matière et à partir de là, que la matière soit un support à la parole, qui pourront échanger des expériences et amener à repenser tout ça. Je crois qu'on va être amené à leur permettre de repenser tout ça, psychiquement parlant, en passant par la matière. D'accord. C'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. Le média modelage, moi je rejoins complètement Marie-Catherine, ça permettrait également de faire sortir les enfants de la facilité en mettant des formes, en voyant qu'ils arrivent à transformer la matière, ça leur permet aussi de mettre en forme leur appareil psychique. C'est vraiment un média indispensable, effectivement. Merci. On n'a pas parlé du rôle des médias, du rôle de la télévision, de Internet. Les enfants, ils ont eu beaucoup de temps sur leur tablette, sur leur téléphone. Est-ce que ça influe dans le futur ou pour vous aussi? C'est extrêmement grave. Le rapport aux écrans et les enfants est extrêmement grave. Ça fait des décennies que, y compris des enseignants, le dénoncent. Je renvoie à l'excellente Liliane Mursat qui avait déjà écrit à 5 ans, je ne sais plus comment les titres, mais l'enfant de Goldorak à la télévision. L'image est un vecteur qui n'est pas appréhendé facilement, enfin, qui est appréhendé sans filtre en fait par le psychisme. Donc l'enfant n'a pas les outils pour se défendre face aux représentations qui surgissent sur les écrans. De plus, tout le temps passé devant les écrans, et c'est pareil pour nous, entraîne une passivité cérébrale qui est très problématique, puisque l'enfant, au contraire, on doit encourager son instruction, c'est-à-dire la capacité pour lui de se mettre à partir de 6-7 ans dans un développement logique et rationnel. Et donc, ça va convoquer des zones du cerveau qui sont abrasées complètement par les écrans. Et donc, l'encouragement des écrans, il y a un encouragement paradoxal. L'enseignement par les écrans est en réalité un enseignement qui va détruire l'enfant, tout simplement. Et on a beaucoup d'études là-dessus. Je voudrais rajouter aussi que le port du masque, et j'en parle presque avec une grande tendresse pour ma grand-mère, qui en fait a été la première professeure d'université en orthophonie et a co-construit des schémas avec Suzanne Borel, donc a participé à la création de l'orthophonie. Eh bien, l'enfant apprend à parler par la reconnaissance de phonèmes et sa vision sur le visage de l'adulte. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec des adultes masqués? Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, alors déjà que, encore une fois, des enseignants, encore une fois, depuis des décennies, dénoncent l'arrivée du pédagogisme et la destruction de l'enseignement, y compris en école, d'abord en école primaire, sur les apprentissages de la lecture, de l'écriture et des mathématiques que l'on retrouve. Moi, j'ai des patients enseignants, ils me disent, mais à 14 ans, les enfants, ils n'ont même plus d'orthographe. Enfin, donc, on destitue le citoyen, le futur citoyen, des outils qu'il a pour se défendre. Et c'est Condorcet qui disait que l'instruction était fondamentale pour que le citoyen puisse être un citoyen libre et éclairé. Eh bien, nous assistons à cette destruction que moi, j'estime intentionnelle, que d'autres ont analysée comme intentionnelle, et qui sert à fabriquer tout simplement des individus qui ne seront en incapacité de se défendre. Et là, en traumatisant et en laissant les enfants devant les écrans, il y a aussi des phénomènes d'addiction, d'addiction du cerveau aux écrans, qui sont également valables pour nous. Ceux qui travaillent, et je le sais d'autant plus parce que j'ai des proches qui travaillent dans le domaine de l'informatique à haut niveau, eh bien, ceux qui travaillent dans l'informatique savent très bien que l'un des propos est de créer des phénomènes d'addiction dans le cerveau pour que nous soyons en fait hyper connectés en permanence et nous soyons destitués de notre propre psychisme. Pourquoi? Parce qu'il y a de la vente derrière, parce qu'il y a tout un business en fait sur nos cerveaux disponibles. Et tout ceci, ce sont des dangers permanents auxquels nous sommes en permanence exposés, mais encore plus les enfants qui sont aussi considérés comme prescripteurs, par exemple, au niveau de la publicité. Comment on fait pour aller manipuler un enfant pour qu'il devienne prescripteur
de tel et tel produit auprès de ses parents. Tout ça, ce sont des techniques de manipulation de masse, de manipulation du cerveau de nos enfants. Et je crois qu'il est très important maintenant que, en tant qu'adultes responsables, nous puissions nous poser en protection. Mais pour cela, il faut comprendre ce qui se passe. Et donc ça, c'est, disons que c'est le rôle aux médias. Il y a un sujet aussi, alors je ne sais pas si vous en avez dans votre patientèle, mais on n'a pas parlé des enfants avec des handicaps ou qui sont, on va dire, sourds et malentendants, puisque le masque affecte énormément leur capacité à lire sur les lèvres ou à communiquer. Alors, bon, ça, c'est un exemple. Juste, je pense qu'il y a sûrement d'autres exemples, mais c'est celui qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous avez observé des phénomènes de cet acabit dont on n'a pas parlé s'il y a un parent qui vous regarde, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire vis-à-vis de ce genre de choses en tant que praticienne? Si ce n'est pas une bonne question, on passe à une autre question. Bon. C'est de quel côté l'attraper? Moi, je ne savais pas, je me demandais si… non, mais si vous n'avez pas d'expérience clinique là-dedans, c'est juste un point que, en fait, nous, on a eu j'ai reçu pas mal de messages et d'emails de lecteurs dont on parle de leurs enfants handicapés, de leurs enfants parce que au début du confinement, ils ne pouvaient pas se déplacer, sortir 1 heure, c'était difficile. Le rôle de l'école qui était fermé. Donc, il y avait une forme de distanciation sociale, pas que physique, mais aussi sociale des enfants, puisqu'ils ne voyaient plus leurs copains. Et ça s'est accentué. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de ça, mais peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Et moi, je n'avais pas de réponse à leur donner. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Je ne suis pas praticien et je n'ai pas d'expertise dans ce domaine-là. Est-ce que dans le cadre de la formation future de l'enfant, il y a d'autres éléments qui sont importants sur lesquels il faudrait qu'on soit attentif en tant que parent aujourd'hui? Moi, j'ai simplement envie de dire la culpabilisation de l'enfant, porteur du mal, me paraît extrêmement l'un des points les plus alarmants. Potentiellement porteur du mal à tuer ses proches. Ça, bon, je pense important de revenir dessus les enfants. Est-ce que, donc, si on, je pense qu'on a fait un peu le tour, est-ce qu'il y a d'autres éléments, donc Ariane, Amandine ou Marie-Catherine, vous pensez importants dans la tribune que vous avez co-rédigée et publiée, dont vous aimeriez nous faire part? Oui. Oui, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Ariane, l'enfant porteur du mal, on a parlé de beaucoup de ces enfants qui ne vont pas bien, qui le disent. Une autre façon d'aller mal, c'est d'attirer l'attention par la violence. Moi, je n'ai jamais eu, comme j'ai en ce moment, des appels des médecins de famille, du médecin scolaire. Tout le monde m'appelle en me disant, mais au sujet d'un enfant, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois lui donner un traitement? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on va s'en sortir? Parce qu'un enfant est particulièrement violent, parce qu'il se bat, parce qu'il s'endort en classe, qu'il a des propos très virulents vis-à-vis des instituteurs, vis-à-vis de toute forme d'autorité. Ça doit alerter aussi, parce que c'est la même chose, c'est la même souffrance, en fait. Oui, on passe de la socialisation à la normalisation. Donc là, si je comprends, la demande des parents, ce serait vite, normez mon enfant. On parlait tout à l'heure par peur de signalement, par peur de… Voilà, est-ce qu'il sera encore accepté, est-ce qu'il sera rejeté? C'est vrai que là, maintenant, la préoccupation des parents, c'est plus rendez-le calme. Et on entend effectivement, quitte à le méditer, quitte à le dresser, même si l'élan est bienveillant, les parents, ils ne veulent pas maltraiter leur enfant, mais ils sont prêts à quelques concessions pour que l'enfant bouge moins. Et effectivement, ils vont inciter inconsciemment les enfants à perdre leur élan de vitalité, de créativité, d'originalité, de spontanéité.
Donc là, on est en train de parquer mentalement et physiquement nos enfants. Donc, si jamais je peux conclure, ce que je comprends, mais vous pouvez me corriger si jamais je fais erreur, c'est que quelque part dans les décisions, on va dire, gouvernementales, dans la mise en place de ce confinement et la réponse par rapport à une épidémie, on a peut-être oublié de prendre en compte le tableau clinique des enfants et l'impact que ça pourrait avoir sur les enfants en ayant une réponse qui soit peut-être excessive sans en mesurer les conséquences. Est-ce que c'est une bonne conclusion? Oui, je suis d'accord avec cette conclusion, oui. Bon, bah écoutez, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remercier, donc Ariane, Amandine et Marie-Catherine, d'avoir pris le temps de faire ce débriefing et de nous avoir donné votre point de vue de professionnel sur ce qui est sûrement le plus cher pour nous, c'est-à-dire nos enfants, ce qui représente notre futur, en espérant qu'on va arriver à résoudre, que vous allez trouver d'autres solutions et que si d'aventure il y a un autre confinement, qu'on prenne encore plus en considération ces éléments dans les décisions, que ce soit des conseils scientifiques ou d'autres instances de sanitaires ou gouvernementales, parce que ce que vous nous dites est quand même assez important et j'espère que ce sera de nature à expliquer aux parents qui nous écoutent et même aux enfants. Si les parents veulent faire écouter ce genre de programme aux enfants, ça peut être utile, je pense que voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Merci Merci Xavier, merci. Merci Ariane.